We are a little ahead of ourselves, so I think perhaps best if we now have a break. We can start the second session this morning a little earlier. Would that be okay? So we'll begin again at 11:30, but we'll break for half an hour now. Okay. Elle se trouve, depuis quelques 400 ans, tout comme la Hongrie et la Serbie actuelle, sous la suzeraineté de la sublime porte à Constantinople. Mais le rapport de force entre l'Autriche, la Russie et la Turquie s'est modifié en défaveur de cette dernière, après que les Autrichiens ont occupé de force la troisième province roumaine, la Transylvanie, et les visibles aussi. Situées au carrefour des trois grands empires en compétition, les provinces danubiennes acquièrent une importance stratégique capitale que la sublime porte ne pourra plus négliger, surtout après la défection, entre guillemets, récente de deux princes autochtones. Le premier, c'est Constantin Brankovan, dont vous voyez l'image, qui a refusé d'abjurer la foi chrétienne et qui, comme tel, a vu exécuter devant ses yeux ses 4 fils et son secrétaire avant de tomber lui-même sous la hache du bourreau. Ce qui fait qu'il a été consacré par l'Église chrétienne en tant que martyr de la chrétienté. L'autre prince autochtone qui a, entre guillemets, trahi sa fidélité à la porte, c'est Dimitrie Cantemir de Moldavie. Dimitrie Cantemir, vous avez son curriculum et ses œuvres dans l'excellent volume European Symbols que vous connaissez tous. Donc la Sublime Porte décide de remplacer le système électif par la nomination directe depuis le palais du sultan des futurs dirigeants de ces deux fiefs roumains. Mais où trouver des personnes de confiance, aptes à défendre les intérêts ottomans, tant militaires que financiers? Mais à la cour même, en effet, des membres de nobles familles byzantines groupées autour du palais épiscopal orthodoxe dans le quartier du phare, nommé Phanar, avaient occupé des postes de confiance auprès du gouvernement ottoman. Secrétaire, porte-parole, même chef de la chancellerie impériale, interprète dans les relations internationales, vu l'interdiction pour les musulmans d'apprendre les langues des mécréants, hauts diplomates, mais aussi collecteurs de taxes et grands commerçants, ils sont versés dans le secret politique et habiles à manœuvrer l'argent. Gens de culture aussi, souvent éduqués dans des universités de l'Ouest, à Vienne, à Padoue, à Bologne. C'est à eux, aux Phanariotes, que la Sublime Porte confiera, pendant plus d'un siècle,
en Moldavie à Jassy et en Valachie à Bucarest le trône et les charges administratives. Il faut préciser que le prince a une autorité très limitée. Pas question d'exercer une politique externe propre, pas question d'ignorer les ordres du suzerain. Ce que vous voyez maintenant, ce sont les armoiries des deux provinces. La première, c'est l'aurochs, la tête de l'aurochs. En héraldique, ça s'appelle la rencontre de l'aurochs, la rencontre de l'aurochs. Et l'autre, c'est l'enseigne de la Moldavie, c'est l'aigle. Même donc si le pouvoir est très limité, les représentants des 11 familles régnantes, je cite quelques noms d'entre les 40 princes: Mavrocordato, Ghica, Suțu, Ypsilantis, Mavrogenis, Caradga. Vous avez en image le prince Ghica. Se sont âprement disputés les 74 règnes, même s'ils ne pouvaient s'y maintenir que 2 ou 3 ans avant d'être bannis par suite de fréquentes délations de leurs rivaux ou des boyards autochtones. Les boyards, ce sont les latifondières de l'endroit. Même s'ils savaient qu'ils risquaient la vie de leurs enfants, laissés en otage à Constantinople, même s'ils risquaient leur propre tête. En effet, plusieurs ont été décapités par ordre et sous les yeux du sultan. Celui-ci, d'ailleurs, a grand intérêt à cette fluctuation, parce qu'à chaque entrée en charge, le futur prince devait lui offrir nombre de bourses pleines de monnaie d'or bien sonnantes, et le suzerain nommait souvent le plus offrant. Alors pourquoi, malgré le coût élevé et le danger palpable, brigue-t-il le noble Phanariote, déjà très bien placé dans la hiérarchie de la cour, cette charge si risquée? Évidemment, ce qui le mène, c'est l'appât du gain, qui sera fabuleux, même après un règne court, dans ces pays où le bon plaisir remplace encore les lois. Nous y reviendrons. Peut-être y a-t-il aussi une certaine composante d'orgueil. Pour ces gens frustrés et humiliés, le futur prince, enveloppé dans une somptueuse pelisse en fourrure cadeau du sultan, commence en carrosse son long voyage, suivi d'un immense cortège d'acolytes, serviteurs, soldats à pied et à cheval, sans oublier les musiciens et les saltimbanques, tous miroitant dans leur spectaculaire atour de velours, soieries et bijoux aveuglants. Toute cette pompe, en fait, imite les anciens couronnements des empereurs byzantins et vise à flatter le sentiment national du préopinant. Une fois arrivé, que trouve-t-il sur place? Un pays très riche en ressources, puissamment agricole, nous avons vu que le sol y était très fertile. Une société fortement stratifiée, d'un côté les grands latifondières, les boyards, maiores terrae, de l'autre côté les paysans rustici, les uns libres et propriétaires, les autres serfs, adligati glebai, totalement dépendants de leur maître et survivant à la limite. Et il trouve aussi une église très influente qui arbitre tout et qui est très liée à l'église orthodoxe de Constantinople. Et les princes se montrent très généreux envers cette église pour l'avoir comme alliée. Vous voyez dans l'image un acte de donation d'un prince Phanariote vers un monastère qu'il comble vraiment de beaucoup de terre et de beaucoup d'honneur. Et vous voyez ensuite en image une enluminure qui représente l'archange Michael. Et il faut dire que pour le mental collectif des Roumains, l'orthodoxie est tout aussi définitoire que pour celui des Grecs. Comment sont-ils reçus, les Phanariotes? Évidemment avec méfiance, hostilité, même si les dehors restent courtois. Même si, pour s'en assurer l'appui, les boyards locaux leur donneront leurs filles en mariage, les paysans à leur tour les conçoivent comme un facteur d'exploitation supplémentaire. Des documents d'époque et des chants populaires les dépeignent comme des métèques venus, guillemets, sucer le sang du peuple. C'est aussi la vie d'un citoyen étranger qui est le citoyen parent, vice-consul de la République française à Jassy. Il faut avouer que le but principal de ces roitelets est celui de s'enrichir, et vite. Ils ont d'ailleurs de lourdes obligations envers la Sublime Porte. Chaque année,
outre les sacs aux pièces d'or. Ils doivent fournir des quantités très précises de denrées locales précieuses, blé, bois de construction, chevaux de la célèbre race moldave. Je veux vous rappeler qu'il existe un proverbe turc qui dit « Il n'y a rien de plus beau au monde qu'un jeune persan ou un cheval moldave ». Ils doivent aussi exporter du bétail, des moutons, du sel, du miel et de la cire, du poisson, des fourrures, des tissus, etc. Imaginez-vous, un tiers des provisions de la capitale turque était assuré par ces deux petits pays danubiens. Il va sans dire que le prince et ses innombrables parents et acolytes n'hésitent pas à se servir eux-mêmes des richesses du pays, ce qui fait que la fiscalité y est vraiment très lourde. Sur le fond de cette antipathie viscérale envers l'autre, envers l'étranger, et aussi d'intérêts divergents, s'est implantée une perception univoque, résistante dans le temps, et aussi dans l'esprit de certains historiens analystes tels que Kogolnichano ou Xenopol, qui cataloguent le régime fanariote comme une cruelle et insatiable tyrannie. Image visiblement trop noire pour être vraie. C'est pourquoi je vous propose, à la suite d'historiens plus clairvoyants, d'esquisser une image plus nuancée et plus complète de ce règne, en rappelant quelques des actes positifs, en même temps durables, des fanariotes, dans l'administration, l'architecture, la justice, l'économie, l'enseignement et la culture. Dans l'administration, Constantine Mavrocordato, dont vous voyez l'image, est le premier à avoir préconisé la séparation des pouvoirs juridiques et administratifs et à avoir exigé l'emploi aussi du roumain, pas seulement du grec, dans les deux. Il a allégé la paie des impôts en les échelonnant, peut-être une mesure pas exclusivement altruiste. Urbanisme architecture. À Bucarest, on organise le pavage à l'aide de poutres massives des artères principales. Grands bâtisseurs, les princes fanariotes ont doté leur capitale de palais élégants et de fontaines, mais ils ont surtout fait bâtir un peu partout dans le sillage de la coutume des princes terriens d'innombrables églises et monastères, souvent jumelés aux édifices similaires de Jérusalem ou du mont Athos. Beaucoup d'entre elles subsistent, celles que Ceausescu n'a pas réussi à démolir. Entre elles, je vous montre l'église Stavropoleos qui se trouve au centre de Bucarest et qui, comme les autres, est superbe grâce à ses fresques, à ses tapisseries, à ses rétables et aux icônes finement ouvragées en or et argent. Subsistent aussi quelques-uns des hôpitaux qui ont été fondés dans ce temps-là, comme Saint-Pantélémon et Philanthropia. En justice, nous avons une réforme majeure. Le même Constantin Mavrocordato que vous avez eu a donné au pays roumain en 1741 leur première constitution, inspirée du droit français et, comme nouveauté absolue dans les contacts Est-Ouest, publiée par le Mercure de France. À son tour, Alexandru Ypsilantis, que vous voyez maintenant en image, fait agencer en Valachie le premier code civil bilingue qui sépare les litiges civils des pénaux. Je dois vous dire que cet Alexandre Ypsilanti n'est pas le même que celui qui a organisé le mouvement patriotique de l'Hétéria en 1821. Celui-ci est le petit-fils du premier que vous voyez ici en image. Mais la mesure la plus libérale et humanitaire reste l'abolissement du servage des paysans pauvres que je vous ai cités comme adligati glebai. L'allègement de leur statut provoque un notable influx transcarpatique de paysans transylvains durement traités par les Habsbourg. C'est dire que le régime fanariote est beaucoup plus amène que celui des Habsbourg. L'économie est ravivée par l'essor du commerce. Outre de massifs exports déjà connus, les négociants, la plupart grecs et macédo-roumains, organisés en compagnie, importent de l'Ouest armes, tissus, habits, bijoux, denrées de luxe tels que thé, chocolat, champagne français. Il faut croire qu'ils avaient à qui les vendre. Les banques prospèrent aussi et brassent d'énormes sommes d'argent par voie de terre. La fluidité des déplacements est assurée par un service très rapide de chevaux de poste
considéré comme le plus efficace du sud-est européen. Qu'en est-il du niveau culturel? L'enseignement, d'abord, qui nous intéresse tous au plus haut degré. Déjà au XVIIe siècle, les princes autochtones, épaulés par l'Église, avaient encouragé l'ouverture d'écoles de langue grecque dirigées par d'érudits didascaloi. On cite une école gréco-latine à Târgoviște, ainsi que d'imprimeries à caractère grec. Il est possible que l'une des raisons de cette initiative soit l'intention de contrecarrer la propagande politique et protestante qui franchissait les Carpates. Mais un véritable essor est visible sous les Phanariotes. En effet, outre les classes primaires et secondaires, on cite maintenant le niveau supérieur qui apparaît grâce aux académies princières ouvertes dans les deux capitales, Bucarest et Jassy, et fonctionnant selon les principes pédagogiques formulés par un haut ecclésiastique, Chrysantos Notaras, futur patriarche de Jérusalem, et inspirés par ceux des prestigieuses universités de Padoue, Bologne, Leipzig, Vienne, Paris, Londres. Les professeurs, qui sont roumains, français, mais surtout grecs et hellénophones, scrupuleusement sélectionnés, s'impliquaient de tout leur savoir et de tout leur cœur. Je vous cite quelques noms: Georgios Kleoboules, Nicolas Zerzoulis, Joseph Messiodax, Demetre Govdelas, Lambro Fotiadi, Demetrios Arvari. Le vaste programme comprenait philosophie, éthique, rhétorique, histoire, géographie, mathématiques, astronomie, sciences naturelles, mais aussi langue et littérature classique. On y enseignait Platon, Sophocle, Euripide, Pindare, Xénophon, Thucydide, Caton, Tite-Livre, Horace, Virgile et Quéteri. On y enseignait les langues modernes, grec, italien, français. Ici, on lisait en traduction grecque Voltaire, Montesquieu, Molière. Parfois, on enseignait même en latin. On avait appliqué même la méthode lancastérienne, le dernier cri de pédagogie en Angleterre. Les princes, comme par exemple Ion Karađa, dont vous voyez l'image, s'intéressaient souvent personnellement au programme, au manuel, au salaire, aux bourses qu'ils renflouaient de leur propre poche. On avait même émis un décret: n'accédera aux fonctions publiques que celui qui pourra prouver son bagage culturel. Mais ce n'est pas seulement l'intérêt pratique qui motivait les jeunes, les nombreux jeunes qui venaient apprendre, suivre ce programme didactique. Les animait aussi un idéal politique: raffermir la solidarité de tous les peuples orthodoxes subjugués par l'Empire ottoman. Aussi, l'Académie princière de Bucarest attirait-elle un bon nombre d'étudiants des pays limitrophes et s'érigeait-elle en véritable centre culturel interbalkanique. En fait de langue, le grec était depuis longtemps la lingua franca du sud-est européen. Dans les contrées roumaines, langue de la messe, langue savante et langue élégante des élites, comme le sera plus tard le français, au XVIIIe siècle, il est devenu langue de la cour et de l'administration, et il sera le passeport pour l'obtention de hautes fonctions, exactement comme au temps de la conquête trajane, le latin l'a été pour les Daces. Comme tel, sa diffusion connaîtra un important essor, à tel point que les savants ont pu parler, pour la société roumaine supérieure, même de bilinguisme gréco-roumain. Ce qui explique d'une part le grand nombre de dictionnaires gréco-roumains et roumains-grecs, mais aussi commandés par certains princes phanariotes. D'autre part, nous assistons à un grand nombre de traductions, parmi lesquelles nous mentionnons les livres techniques, surtout les livres religieux, les hagiographies ont grand succès, mais rien n'est comparable au succès des romans populaires, comme l'Érotocrite et le roman d'Alexandre, et aussi des romans savants, comme les Éthiopiques d'Héliodore, et même les aventures de Télémaque de Fénelon, d'après une version grecque. N'oublions pas l'ouverture à Bucarest du premier théâtre organisé à l'initiative de la princesse Ralou, qui est la fille du prince Ion Karađa dont nous avons justement parlé.
Tout cela répond à un appétit culturel clairement amplifié et en même temps explique le riche influx de mots grecs en roumain. Si vous voulez jouer à l'étymologiste, voici quelques exemples que vous reconnaîtrez certainement. Eleftherie, Evgenie, Iphos, Hegemonikon, Scop, Panavgenie, Logophet, Agonissi, Apelpissi, Ametachirissi. La vie quotidienne du prince, de ses fonctionnaires, des boyards, est une vie opulente. Dans leurs maisons luxueuses, au mobilier oriental, tapis, draperies, larges canapés, s'organisent sans trêve des banquets et des bals somptueux. On y brûlait 1000 bougies en un seul soir. L'accoutrement, l'habillement des hommes et des femmes est aussi de mode oriental. La long caftan de velours, doublé de fourrure, large pantalon grec ou chalvar, babouche brodée, châle de soie, poignard filigrané, chapelet d'ambre. Pour les hommes, les femmes ont exactement les mêmes atours luxueux. Voilà, une jeune fille habillée à l'oriental. Pour les hommes, les immenses couvre-chefs indiquent exactement par leur matériel et leur proportion le rang nobiliaire du porteur. Les hauts couvre-chefs, qui étaient si immenses, on disait que deux boyards ne pouvaient prendre place ensemble dans une même voiture que s'ils penchaient la tête l'un à gauche, l'autre à droite, sinon ils n'avaient vraiment pas de place. Oui, oui, tout de suite, je finis tout de suite. Pour conclure, j'ai juste une page et demie encore. Pour conclure, il faut dire que, comme pour les empereurs romains, parmi les princes phanariotes, il y a eu de fortes personnalités aux excellentes initiatives, comme Constantine Mavrocordato dont on a parlé, des sages qui avaient gagné le respect unanime et régné, chose rare, 7 ans dans la paix et la prospérité, comme Alexandre Ypsilantis. Mais aussi, il y a eu des extravagants qui attelaient des serfs à leur carrosse et qui conféraient à leur cheval le titre de ministre. Mais ça, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, dans les temps anciens. Le prince s'en va, les acolytes restent, un grand nombre de familles grecques ou hellénophones s'est fixé dans le pays. On peut parler d'une importante diaspora grecque en Roumanie. Leurs descendants, bien intégrés dans la société locale, sont devenus propriétaires terriens, grands commerçants, banquiers, mais aussi d'illustres hommes politiques, savants, professeurs, historiographes, médecins, musiciens, peintres, acteurs. Je donne vite le nom de quelques célébrités. Magheru, Chrysoveloni, Lahovari, Iorga, Xenopol, Pipidi, Filiti, Papanicolaou, Gerota, Steriadi, Mavrodine, Démétriade. Même le cimetière bucarestois, correspondant du Père Lachaise de Paris, objectif touristique, a le nom et l'empreinte de son fondateur, Bello. La greffe grecque, bien acceptée par la souche, s'est avérée un ferment bénéfique pour la société roumaine, parce que, porteur des idéaux français d'Occident, non sans un sous-texte d'opposition au statisme spirituel ottoman, les phanariotes ont réussi à connecter les élites roumaines, très réceptives d'ailleurs, à l'avant-garde du mouvement politique et culturel européen, ouvrant ainsi au pays roumain la voie vers la modernité. Par scrupule philologique, je donne la liste de mes sources. Merci. Thank you, Gabriela, for that glimpse into what still remains for many of us a remote part of Europe.